Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'après-match dans Rouge et Blanc. Alors grande première aujourd'hui, nous ne sommes pas trois mais quatre à intervenir sur le podcast. On va revenir ensemble sur la nouvelle victoire du Stade de Reims à domicile, un 6 sur 6 pour nos Rémois à Delonne avec une nouvelle victoire face au Havre vendredi. Donc avec nous aujourd'hui Valentin, bonjour Valentin. Salut Benjamin, bonjour à tous. Alexandre, bonjour Alexandre. Salut Benjamin, bonsoir à tous. Et le petit nouveau Romain, bonjour Romain. Salut, bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors on va commencer avec un petit retour sur le match. On rappelle une victoire 1-0 grâce à un but de Chavaria en tout début de match à la 4e minute. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans ce match et qu'est-ce qui au contraire vous a déplu? Toi Alexandre par exemple. Alors ce qui m'a plu, les 30 premières minutes, on était clairement au-dessus, sans un Farnol exceptionnel sur une parade sur la tête de Baldé, il y a 2-0 et je pense que le Havre ne fait plus rien dans le match. Ce qui m'a déplu, et ce qui m'a plu, c'est aussi la solidité défensive. Ce qui m'a déplu, c'est la deuxième mi-temps où offensivement, on n'arrivait vraiment pas à faire grand-chose, ne serait-ce qu'à garder le ballon. Alors pour moi, ce qui m'a plu, c'est la première période. Elle a été beaucoup plus intéressante que la deuxième. Par contre, ce qu'on a pu faire, c'est faire le break. Et malheureusement, on ne le fait pas, donc on se fait peur toute la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on savait qu'on allait rencontrer une équipe qui allait vouloir égaliser. Forcément, on a été mis en difficulté, mais comme l'a dit mon collègue, on a su bien tenir en deuxième mi-temps grâce à une bonne solidité défensive. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec vos deux opinions, surtout au niveau de la première période. Ce qui était très intéressant, c'était le pressing qui a été mis d'entrée, qui a permis de récupérer pas mal de ballons, et grâce à ça, il y a eu le coup franc qui était juste avant le but. Et c'est vrai qu'on a réussi, Reims a réussi à bien tenir le ballon pendant les 30 premières minutes, c'est vrai. Et après, ça s'est vraiment relâché, et c'est assez dommage. Voilà, il y a quelques petits choix qui sont assez contestables aussi en seconde période qui m'ont assez déplu d'ailleurs. C'est vrai que je suis d'accord avec toi pour revenir sur ce que tu as dit Romain. Les Rémois étaient très hauts en début de match, avec un pressing très haut, beaucoup de ballons récupérés, un bloc voilà très haut qui empêchait vraiment le Havre de ressortir le ballon et de pouvoir jouer. Ça s'est vraiment dégradé après en seconde période notamment. 30 premières minutes très très bonnes. On a été voir le match ensemble avec Valentin. C'est ce qu'on se disait. Il y a une différence par rapport au match précédent qu'on a pu voir à Delonne ou même à l'extérieur. C'est que là, même si on a marqué d'entrée dans le match, eh ben, on a quand même tenté d'aggraver le score et de mettre un deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Bon, c'est vrai que Farnol fait de très beaux arrêts, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur ces 30 premières minutes. Et au final, après les 30 premières minutes, on est retombé dans nos mauvaises habitudes. On a subi tout le match et heureusement, on s'en sort quand même avec la victoire. J'ai beaucoup aimé le match d'Amiot, on y reviendra ensuite, Ouais. qui était pas du tout prévu à ce poste-là. Même tout le monde pensait voir un Dacruz éventuellement revenir en défense centrale, reculer d'un cran. Et au final, il a fait un très bon match, très sérieux, et c'est bien de pouvoir voir qu'on peut compter sur tout le monde dans le groupe. Ouais, agréablement surpris par Ramio aussi. J'avais peur face à une équipe du Havre qui restait sur 4 victoires en 4 matchs que il soit juste, etc. Mais il a été bon. Et Weber aussi fait un match de patron pour moi. Il est toujours présent, pris une seule fois en défaut, mais Carasso sort bien en début de deuxième. Donc la défense centrale m'a rassuré. Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'elle était totalement inédite avec la titularisation de Amio qui intègre le 11, le groupe en même temps parce qu'on l'a pas beaucoup vu et surtout pas beaucoup vu dans les matchs. Mais c'est vrai que c'était assez rassurant, c'était assez compliqué pour lui, je pense, parce que c'était quand même une belle doublette d'expérience en face avec Gimbert et Duhamel qui ont quand même un assez joli CV, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je voudrais quand même parler d'un point négatif. C'est la composition. Alors je ne sais pas si c'est positif ou si c'est négatif, puisque finalement on s'en sort avec une victoire. Donc commençons par le positif. Derzakarian a su trouver un système où il pouvait associer Baldé et Chavaria. Donc c'était un système très classique, 4-4-2 à plat,
Et au moins, ça nous permettait d'avoir nos deux attaquants devant, puisqu'on sait très bien que Chavaria, côté droit, c'était très compliqué. On n'a pas encore trouvé l'attaquant qui est capable vraiment d'aider Baldé à marquer. Donc ça, c'est quand même le point positif. Après, le point négatif, c'est encore un changement de système. Le 4-4-2, on ne l'avait pas encore vu cette saison. On a joué en 4-2-3-1 dans des systèmes qui ont peu évolué. Un 3-5-2 la semaine passée. Et donc là, on nous sort un 4-4-2. Donc je ne sais pas si ce système-là, ils l'ont travaillé 2 jours avant comme le 3-5-2. Mais il va vraiment falloir se baser sur une équipe type et un système type. Parce que j'ai peur qu'avec tous ces changements, on ait des joueurs qui se perdent un peu. Et surtout, c'est vraiment pas normal, quoi. On est début novembre. Si l'entraîneur se cherche encore et cherche encore son système, c'est bien qu'il y a un problème quand même. Ouais, c'était un très bon point, Valentin, qu'on allait aborder ensuite. Donc, du coup, on va y venir maintenant. Alors, est-ce qu'on va Oui. enfin trouver une stabilité dans cette équipe, que ce soit en termes de système, en 4-2-3-1, en 4-4-2, et surtout un 11 type, avec des joueurs qui feront partie du 11 type de Der Zakarian, parce qu'on voit depuis le début de saison, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de systèmes qui ont été testés, beaucoup de joueurs aussi, ça tourne toujours. Une gestion des hommes dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, avec notamment Charbonnier, qui est absent depuis quelques matchs après un super mois de septembre, donc c'est assez surprenant. Alors vous, quel système souhaiteriez-vous voir mis en place définitivement, et avec quel 11, les grandes lignes entre guillemets de votre 11 Toi, Romain, par exemple? Eh bien, pas un 4-4-2 déjà, parce que je trouve que c'est trop classique et je trouve qu'il y aura un problème quand ce seront des équipes qui sont vraiment en forme, parce que le soir du match, Le Havre n'a pas fait vraiment un bon match. Quand on tombera sur des équipes qui garderont le ballon, le 4-4-2, si on n'a pas le ballon, il va falloir forcément qu'il y ait un des deux attaquants qui redescendent pour faire le nombre et qu'on ne se prenne pas 10 buts. Ce sera donc Chavaria, parce que Baldé défendre, à part sur les phases de coups de pied arrêtés, c'est quand même assez compliqué, on l'a vu. Ça veut dire que Chavaria va énormément se fatiguer à défendre. Je suis pas convaincu par le 4-4-2. Je verrais plutôt un système, je sais pas, par exemple un 4-2-3-1 comme on a pu le voir, avec surtout Deveau quand il reviendra de blessure, associé à Kankava. La défense, je trouve que Der Zakarian arrive surtout à bien trouver les quatre. Évidemment, Weber qui est intouchable. Et j'aimerais beaucoup le retour de Charbonnier, parce que je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant et qui pourrait être très intéressant en jeu de remise et de passe courte avec Baldé qui serait la pointe. Alors évidemment, ça veut dire que Chavaria retournerait sur son côté droit où ça a été assez compliqué, mais moi c'est plutôt ça que j'apprécierais comme système. Alors juste, le 4-4-2, on l'avait déjà vu à Ajaccio, hein. J'ai la compo sous les yeux, on avait Baldé Kiei dans l'axe. Donc c'était pas la première fois de la saison, comme disait Valentin. Mais moi, j'aimerais bien un 4-4-2, mais une animation losange au milieu de terrain. C'est-à-dire avec un Kankava devant la défense pour la relance. Sur les côtés, entre guillemets, pas hyper sur les côtés, mais quand même, Diego et Rodriguez, et Charbonnier en 10, et devant Chavaria, Baldé. Et en fait, là pour moi, on aurait Charbonnier avec deux attaquants devant, où je pense que Charbonnier avec deux attaquants devant, ça peut vraiment faire des dégâts, juste par les passes, etc. Et franchement, je pense que j'aimerais bien voir ce système un jour, mais je pense pas que Der Zakarian le fasse. Alors moi, j'aimerais qu'on reste sur le 3-5-2, parce que c'est face au système-là, je l'adore. Et en plus, j'ai l'impression qu'on a les joueurs pour. Quand on met Traoré en piston droit, pour moi, c'est une bonne solution, puisqu'il est vraiment entre défenseur droit et milieu droit. On l'a vu depuis le début de la saison. Il peut évoluer aux deux postes. Côté gauche, on a Diego. Diego, quand il est dans un bon soir, comme on a pu le voir vendredi d'ailleurs, ça peut vraiment faire de gros dégâts. Il est capable de revenir rapidement pour défendre et de se projeter vers l'avant. Donc nos deux pistons, on les a. Derrière, si on met Weber Janvier Comté ou Weber Janvier Amiot, je pense que ça peut être excellent. En plus, si on arrive à glisser Amiot sur l'axe gauche de la défense, il peut compenser justement les montées de Diego, puisque Amiot a l'habitude de jouer aussi défenseur gauche. Ensuite, pour le milieu, Kankava, il n'y a aucun souci là-dessus, même si son match de vendredi, voilà, il n'est pas forcément très bon. Avec Rodriguez, en 10, Charbonnier, et devant Baldé Chavaria.
sachant qu'on a quand même sur le banc de sacrés jokers, comme Kay, on a Siebatcheux qui peut faire des apparitions. Enfin, on a quand même pas mal de ressources. Vous semblez être tous d'accord pour laisser quand même Chavaria, Baldé sur le terrain avec Charbonnier en numéro 10. Moi, je suis assez séduit par ta composition, Valentin. Comme tu dis, je pense qu'on a les joueurs pour. Et je trouve surtout que en ce moment, il y a beaucoup de blessures et après, c'est aussi les choix d'Arzakarian. On manque de joueurs sur les côtés. On l'a vu encore, on en parlait vendredi soir à Delon. On n'avait pas de solution de rechange sur les côtés. Il n'y avait pas de joueur qui pouvait prendre le côté droit. D'ailleurs, on a bien vu que quand Chavaria était complètement cuit, c'est Traoré qui a remonté d'un cran et c'est Bourse qui est rentré latéral droit. Donc je pense que le 3-5-2 peut être une bonne option par rapport aux joueurs qu'on a à notre disposition. Et puis pouvoir justement avoir Charbonnier en numéro 10 et laisser ce duo d'attaquants qui marche bien, même si c'est relatif depuis 2 matchs avec Chavaria et Baldé. Mais on sent quand même que c'est un duo qui est intéressant. Et comme vous, je trouve que Charbonnier est indispensable à l'équipe pour pouvoir créer du jeu et donner des bons ballons devant. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Charbonnier, c'est un joueur en fin de contrat, qui a eu des problèmes déjà avec l'entraîneur quand le Stade de Reims était encore en Ligue 1 la saison dernière. Et cette année, le voir faire un si bon mois de septembre. Alors évidemment, ses performances, il y a quand même des choses qui étaient moins bonnes dans ses performances, et c'est peut-être ça qui a conduit Derzakarian à le mettre sur le côté, mais en tout cas, il a été bon dans le sens où il a été décisif. Le voir là, pendant tout ce mois d'octobre, très peu joué, faire des petites apparitions et avoir seulement quelques minutes, c'est assez surprenant. Mais je voulais revenir sur ce que disait Alexandre. Pour la composition, c'est vrai que le 4-4-2 en losange serait très intéressant. Mais le problème, c'est que le milieu de terrain, je pense, ne serait pas assez dense. On n'aurait pas assez de force au milieu de terrain, qui est pour le moment ce que je vois comme étant l'ADN du Stade de Reims par Derzakarian, c'est-à-dire cette densification avec Dacruz et Kankava ou Dacruz-Rodriguez, vraiment qu'on puisse faire un vrai bloc. Et avec ce 4-4-2 et même avec le 3-5-2, j'ai peur qu'on perde cette solidité et que du coup la machine s'enraye à ce moment-là. Alors moi, ce qui me ferait plutôt peur dans le 4-4-2 en losange, c'est une toute autre question en fait, c'est l'aspect technique. Dans un 4-4-2 en losange, il faut être capable de jouer dans des petits espaces, puisqu'on est vraiment dans le cœur du jeu. Et quand Cava, Dacruz, Rodriguez, tout ça, techniquement, ça va être dur. Quand tu as une équipe comme Nice, comme l'année dernière, où tu as Cosiello, Mendy, Seri, Ben Arfa en 10, il n'y a aucun souci, tu peux jouer en 4-4 de losange. Même avec Lyon, quand on avait Gonalon juste devant la défense, Grenier, Gourcuff quand il n'était pas blessé, Ferry, Tolisso. Avec des joueurs comme ça, tu peux jouer en 4-4 de losange. Maintenant, au stade, je pense que ça va être plutôt compliqué. Kankava, pour la première relance, franchement, techniquement, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, mais Moi, bien sûr. moi, ça me fait pas peur. Les joueurs devant, en fait. Ouais, Oui, après, moi, devant. le problème du 4-4 de Diamant, ce serait les deux milieux un peu excentrés, mais pas trop. Et en fait, je sais pas qui mettre parce que Diego, il serait trop dans l'axe, alors que c'est quand même un joueur beaucoup plus de côté, etc. On n'a pas le matos pour le faire, mais moi, j'aimerais bien le faire. Ça permettrait d'avoir 2 attaquants et Charbonnier. C'est d'ailleurs le système qu'a mis en place Thierry Lauré à Strasbourg, que l'on rencontrera samedi. On va ensuite enchaîner sur un petit top flop. Alors quels joueurs vous ont séduit sur ce match, quels joueurs vous ont impressionné, et au contraire quels joueurs vous ont déçu, ou qui continuent de vous décevoir pour certains. Valentin, toi par exemple, quels sont tes tops et tes flops? Alors, les tops, pour moi, il y en a 2 vraiment. C'est Diego sur le côté. Très grosse activité. Amiot derrière. Donc, premier match, très sérieux. Et beaucoup de relances. Et des relances plutôt intéressantes. Bon, c'était toujours le même style. Des longs ballons. Mais on voyait qu'il savait ce qu'il faisait. Et c'était des ballons qui étaient intéressants à jouer. Donc, voilà pour les tops. Ensuite, pour les flops, peut-être Tourane. Pour moi, c'est toujours pas un défenseur gauche. Il a quand même beaucoup pris l'eau. Et ensuite, dans les flops, Kankava, il est pas loin du flop quand même. T'es sévère. Ouais, c'est sévère, mais franchement, j'attendais plus de lui.
Après, bon, voilà, faut lui laisser du rythme aussi. Donc oui, c'est peut-être un peu sévère. Mais on va parler, disons, juste de ce match-là. Ouais, Konkava, c'est sévère. Et moi, Thuram, autant défensivement, il y a quelques coups où effectivement il prend un peu l'eau, mais sincèrement, je trouve que il s'est battu à chaque fois, il va chercher les interventions, etc. Et offensivement, il apporte. Bon, aussi, en face, on avait un mec qui s'appelait Bain et un mec qui s'appelait Fontaine, donc prendre l'eau, je trouve ça normal. Euh, Bravo. Désolé, j'étais obligé de la faire. Bravo. Euh, Moi, en top, Diego, ouais, j'avais aussi Diego, j'ai bien aimé son activité. Da Cruz, même s'il y a du déchet technique, etc., il s'est projeté vers l'avant. D'ailleurs, il oublie Diego à la fin du match quand il a donné à Kay, ça j'ai pas compris. Mais en fait, j'ai l'impression que quand Kava étant là, ça le libère un peu. J'ai bien aimé l'entrée d'Ali Ndom, qui pour moi a fait une entrée assez intéressante par son placement, etc. Il jouait à peu près juste. Par contre, mon flop, c'est Berthier. Ah oui, Berthier en Alors, flop. Ah bah oui, bien sûr. sûr. Évidemment. Il lâche joueur. pas, il lâche jamais joueur. son ballon, ce mec. Franchement, et même quand il fait des passes, la passe elle est mauvaise, du coup, on perd un peu de terrain, etc. Enfin, sincèrement, Il a été j'ai tellement du mal. transparent que Valentin l'a oublié. Non, mais C'est c'est vrai, c'est vrai, en C'est plus. ça. C'est vrai. Impressionnant. Ouais, exact. Ah oui, Oh là là. dans la perte de balle, enfin, ou plutôt même dans la conservation de balle, il est monstrueux, lui. Ah, c'est horrible. Il s'enferme et tout seul. Il y a 4 mecs Ah ouais, autour ouais. de lui, il la perd et tout. C'est Ah, et puis, un trou noir. il a un don pour se mettre dans des situations un peu merdiques, hein. Il Ouais, s'enferme tout seul et tout ça. Il est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vrai. exactement, exactement. Bon, Et peut-être aussi bémol sur Kay qui, pareil, la mentalité de Kay, je sais pas, on n'avait pas l'impression qu'il avait envie de se bouger vendredi soir. trop de Alors, Kay, facilité. c'est comme à toutes ses rentrées, sauf que c'est le mec, en fait, il va te perdre 3 ballons, il se bagarrera pas, mais s'il a une occasion, il est capable de la mettre au fond. Donc, Ouais, c'est comme Balotelli à Nice, mais Oui, ouais. à part qu'il y a un CV en moins quand même du côté de Kay. Il faut quand oui, même non, le mais c'est bien sûr, sûr, hein. mais bien sûr, toute proportion gardée, mais je suis Oui. d'accord avec toi qu'il a du football et c'est ça qui est rageant. Mais sincèrement, il s'est pas bougé. Enfin là, je suis désolé, il y a plusieurs actions, pas grand-chose quoi. Oui, quand on le voit jouer, on a l'impression de voir le cliché du joueur français formé qui fait rien à parcourir, qui court très peu, qui veut juste marquer des buts et attirer la lumière sur lui. On a l'impression d'être dans ce gros cliché quand on le voit jouer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est Dans le ça, cliché que les journalistes apportent des jeunes joueurs de foot en ce moment. c'est ça. Pour les tops et flops, alors évidemment, en flop, Tourane derrière en fait, c'est facile, toutes les attaques du Havre, et s'ils avaient pu marquer un but, ça serait passé par le côté de Thuram. On l'a bien vu. Chebak, qui est quand même pas un attaquant exceptionnel, qui est même défenseur droit, a fait énormément de montées. Il l'a dribblé plusieurs fois, il l'a complètement mis dans le vent. Je me rappelle d'une fois où il se jette pour tacler, et il termine limite au poteau de le corner. long de la ligne de Et- touche, là, ouais, il y a un truc Ah, comme ça, je crois. C'était incroyable. Ça me faisait même mal pour lui, tellement il a mal joué, j'ai l'impression. Je trouve que vous êtes un petit peu sévère avec Berthier parce que il a quelque chose, il a un petit truc, Ah, il a une belle était sur un coiffure. côté Il a une droit. belle coiffure. Ça, il a Il- quelque chose. il- Ça, je suis C'est d'accord. vrai, il a une belle coiffure. Mais je trouve que techniquement, il a quelque chose. C'est mal exploité, il n'était pas sur son côté, c'est plutôt à gauche. À Auxerre, on avait l'habitude de le voir à gauche, il était très explosif. Là, à droite, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de ballons, mais j'ai bien aimé son envie d'aller chercher le ballon, même si c'est vrai, ça n'excuse pas le fait qu'il ait perdu énormément de ballons, qu'il était très souvent à s'enfermer face à deux défenseurs et ne rien tenter, tout simplement. Après, au niveau des tops, je mettrais quand même un bémol sur l'association Baldé-Chavaria, parce que même si c'est prometteur, je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de déchets entre les deux, et je suis de moins en moins sûr que ce soit deux profils qui se correspondent, deux profils de joueurs, parce que Chavaria, il est entre le passeur et le buteur pour moi. Il est pas défini. C'est un peu un couteau suisse. Alors que Baldé, très clairement, c'est pas lui qui va faire une passe décisive. On le voit bien. Il peut jouer en remise. Il est intéressant en remise. Mais on le voit bien sur sa tête que Farnol sauve incroyablement bien. Il a quelque chose pour marquer les buts. Et Chavaria, j'arrive pas à identifier ce pourquoi il est bon en fait. Même s'il est plutôt important et intéressant. Et moi, je trouve que Chavaria, au niveau de. J'étais le premier à le critiquer
dans ce podcast toutes les semaines. Autant je trouve que depuis... Ah bah t'es content Valentin. Ouais, Autant je trouve que depuis qu'il a été replacé devant avec Baldé, il offre beaucoup plus de solutions. Oui. J'ai trouvé ses appels en début de match très intéressants. C'est lui qui déclenche la passe. C'est pas la passe qui déclenche l'appel, c'est lui qui va déclencher la passe. Il marque un but opportuniste, mais sur le but qu'il marque qui est refusé, il est hors jeu, hein, je crois. Il y a hors jeu où il fait main, je ne sais plus. Oui, oui, Je crois que c'était surtout hors il est jeu. hors jeu. Même si bon voilà, il fait le pas trop tôt et qu'il se retrouve devant le défenseur. Il fait un bon appel, la réalisation est bonne. Et je trouve ouais, il montre beaucoup de combativité. Il fait des appels intéressants, il a un bon jeu de haut but. Et il tourne bien autour de Baldé, c'est un joueur intéressant à ce poste. Alors qu'en milieu droit, on voit très bien que c'est pas du tout ça. Donc oui, ils sont peut-être pas complémentaires, mais il va juste falloir leur définir des rôles. Par exemple, Baldé, on peut lui demander de décrocher un peu plus, de jouer un peu plus dos au but, pour ensuite servir Chavaria. En fait, certes sur le papier, c'est pas, enfin voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas des profils complémentaires, mais si vraiment ils ont des rôles définis, je pense que ils peuvent vraiment mettre en place des automatismes qui peuvent faire mal. Alors justement, ce que tu décris, Valentin, est-ce que ce serait pas finalement les qualités d'un charbonnier? De venir décrocher Exactement, c'est ce que je... et décrocher, envoyer des ballons en profondeur Chavaria. Est-ce que finalement ce serait pas, Peut-être. c'est notamment une des questions qu'on avait eues sur Twitter par certains followers. Du coup, on peut se reposer la question de l'absence de Charbonnier. Et du coup, est-ce que ce serait pas si mal d'avoir un Charbonnier associé à Chavaria devant, même si au final on n'aurait pas de vrai buteur devant? Alors, je Non, moi, pense que ça me plaît pas. pour tirer des conclusions comme ça, il va déjà falloir qu'on ait Charbonnier, Baldé et Chavaria ensemble, et ensuite on pourra vraiment voir ce qu'on peut faire. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi, Benjamin, sur le fait que ce que décrit Valentin, c'est plutôt des performances qui pourraient être réalisées par Charbonnier, surtout parce qu'en fait, le problème de Baldé, c'est que s'il décroche, eh bien Baldé, pour se projeter ballon au pied, ça va être quand même très très compliqué, hein. Parce que sur les dribbles, il a un petit peu les pieds carrés, il faut le dire. Même s'il a le sens du but, il a un peu les pieds carrés quand il s'agit de garder le ballon et de dribbler. Charbonnier, lui, arrive beaucoup plus à se projeter, c'est vrai. Moi, je serais plutôt pour un Charbonnier, et même si c'est vrai que Charbonnier, Chavaria, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai buteur et que ça peut être assez compliqué, mais bon. Pour moi, on a des problèmes devant avec nos attaquants. Donc pourquoi se priver d'un buteur type comme Baldé, qui, on l'a vu samedi, bon, même si en deuxième mi-temps il rate quelque chose, en première mi-temps, sa tête, il fait le geste parfait, hein, sans un arrêt de Farnol de fou, il y a but. Et c'est pour ça que moi, Baldé, je le garde avec Chavaria. Et Chavaria, en plus, ce serait un peu notre Cavani du PSG l'an dernier qui faisait le travail défensif pour Ibrahimovic. Et en fait, Chavaria ferait aussi le travail défensif de Baldé. En fait, et du coup, parce que Baldé, on voit bien que c'est typiquement le genre de joueur qui ferait pas de travail défensif. Et du coup, je pense que Chavaria peut faire le travail de deux personnes. Et c'est pour ça que je garderai les deux devant. Oui, enfin, si c'est pour pour que Chavaria termine tous les matchs comme il l'a fini, à tomber par terre sans le faire exprès en plein milieu du terrain, ça peut être. Je trouve qu'il pourra pas tenir toute une saison comme ça. Alors, il faudrait que Baldé, c'est vrai, dans la définition des rôles, comme on en a parlé avant, il faudrait que ce soit un peu plus clair parce que clairement, Chavaria a le coffre pour le faire, mais pas toute une saison, c'est pas possible. Ouais, il était vraiment Ah bah cramé. pour moi, si. Il était cramé de chez Il cramé. On était le voyait complètement cramé, avec oui. Valentin. On s'est même demandé pourquoi Dazacaran ne l'a pas sorti avant. Il était vraiment mort de chez mort. Il n'arrivait plus à avancer. Et il est resté Non, mais comme ok, ça pendant au moins 10 minutes. il est cramé, mais on va jouer un match par semaine pendant toute la saison. Il a quand même de quoi recharger les batteries, quoi. Ouais. Oui, il a de quoi recharger les batteries, mais après, faire jouer des joueurs 60 ou 70 minutes et après qu'ils soient complètement cramés et qu'ils puissent pas apporter et faire des décalages sur les fins de match, très clairement, c'est ce que Evian Tonon Gaillard faisait l'année dernière avec Cédric Barbosa et je pense pas que ça les a menés très très loin. Et pour autant, d'accord, c'est pas les mêmes profils, c'est pas le même âge, mais justement, c'est pas le même âge. C'est-à-dire que Chavaria, il est encore assez relativement jeune et il était complètement cuit à partir de la 70e.
c'était du 10 contre 11. Hein. Il pouvait faire des passes, mais pas courir. Hein. Ouais, mais tu le sors à la 70e, justement. 70e, ça veut dire qu'il y a déjà un changement dans le match qui est bloqué par ça. C'est-à-dire que s'il y a un blessé en plus, s'il y a un problème tactique, on ne peut pas compter sur Chavaria puisqu'il doit absolument, il ne peut tenir que 70 minutes dans ce rôle-là. Moi, je trouve ça assez dommage de devoir condamner un joueur à jouer 70 minutes parce que son copain à côté, il n'est pas capable de courir un peu pour défendre. Ouais. Moi, sincèrement, ça me choque pas qu'un joueur devant sorte à la 70e minute, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui. Si tu demandes de faire du pressing, de faire beaucoup de courses pour empêcher la relance et tout ça, c'est normal qu'à la 70e, il soit cramé. Ah oui. Bien sûr, mais que ce soit les deux qui fassent le pressing, pas seulement un. Pourquoi seulement un seul? Baldé, il va jouer 90 minutes à chaque fois parce qu'il n'aura pas couru à part sur les phases offensives. Et Chavaria, qui est honnêtement est largement au-dessus de Baldé pendant le match, il est obligé de sortir en boitant comme pas possible après la 80e alors qu'il est mort dès la 70e. Moi, je Ouais, trouve mais ça c'est parce assez qu'il y a injuste. il y a une erreur de coaching. On est d'accord. Très bien, écoutez, on a fait le tour sur, C'est bon. on a fait le tour sur cette analyse du match. On va faire un petit avant-match maintenant de la prochaine rencontre face à Strasbourg. Strasbourg qui est une équipe en forme quand même qui est sixième avec 20 points. Il reste sur 2 victoires consécutives. Donc là, ils ont gagné ce week-end alors Strasbourg, je sais même pas, à Sochaux, hein, là où on n'a pas gagné. Ils gagnent 2-1 à Sochaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Est-ce que vous avez eu l'occasion éventuellement de voir des matchs de Strasbourg? Et comment abordez-vous ce match face aujourd'hui à un concurrent pour la montée? Alors oui, c'est un concurrent pour la montée, mais c'est un concurrent qu'on n'attendait pas vraiment, puisqu'ils viennent de monter du national. Pourtant, ils sont quand même bien placés. Ils obtiennent des victoires contre des grosses équipes. Donc ça veut vraiment dire qu'ils n'ont pas peur de jouer et de vraiment quitte à se mettre en difficulté pour obtenir des points. Par exemple, ils ont battu 3, match nul au Gazélec, victoire contre Auxerre et à Sochaux. Donc ça, c'est des victoires plutôt intéressantes. Ils ont aussi battu Certes, tout le monde les bat. Hein. Ouais. bien chez eux. Oui. Oui, c'est pas faux. Non mais c'est parce que avant, enfin je veux dire au début de la saison, c'est un club que pratiquement tout le monde aurait mis voilà dans les 7-8 premiers. Donc c'est quand même des bonnes performances contre des grosses équipes. Donc il va falloir se méfier. Après j'ai peur qu'on joue aussi un peu avec une pression, la pression de ne pas faire de résultats hors de nos bases. Donc je pense que si on arrive à décrocher une première victoire, ça peut lancer définitivement notre saison. Honnêtement, je pense que la plus grosse pression qu'il y aura sur les joueurs du stade de Reims, ça va être le stade de Strasbourg plutôt. Aussi, oui. Parce Il y a des que c'est quand même une sacrée ambiance. Hein. Ouais, exact. Et toi, Alexandre? Moi, je suis en train de regarder le calendrier et en fait, pour moi, j'ai l'impression que cette équipe, c'est soit ça gagne et ça a l'air de bien et ça joue bien, soit ça fait une contre-performance parce qu'ils perdent quand même à Orléans, qui est bon, pas un mastodonte. Ils font nul contre le Red Star à domicile, ils perdent à domicile contre Valenciennes, etc. Ils en prennent 4 quand même. Alors le match contre à Valenciennes, si hein. mes souvenirs sont bons, était assez particulier. Ils avaient pris 2 rouges en Très première rapidement, mi-temps. Ah ouais, il y a 2 rouges. Et ils avaient quand même réussi à revenir à 2-3. Et puis au final, ils en avaient repris un derrière. Ouais, Donc c'était un match il y a 2 particulier, rouges je en pense. première. Ouais. Ouais, mais quand même, 2 rouges, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est que s'il y a des rouges, c'est que tu fais des fautes parce que t'es dépassé ou, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que bon, ils ont un attaquant qui me fait un peu peur là, c'est Boutaïb, je crois. 7 buts. Oui. C'est déjà C'est ça. la dernière 7 au Gazélec. buts. Après, ils ont Vincent Granic, retour à Delaune. Bon, on sait qu'il a la qualité sur les coups de pied arrêtés, etc. Sinon, il y a un ancien Rémois aussi qui revient, c'est Jérémy Blaillac. Rémois de la grande époque. Mais Oui. moi, je pense que faut pas avoir peur d'aller là-bas. La Méno, oui, il y a de l'ambiance, mais à Lens, il y avait de l'ambiance la semaine dernière et on fait un bon match. Et je pense qu'il faut pas se dire qu'on a la pression de gagner à l'extérieur parce que au final, la pression, on l'a plutôt à domicile vu qu'on fait pas de résultat à l'extérieur. Là, faut essayer de se dire qu'on n'a pas de pression et aller chercher la victoire et surtout être entreprenant. Moi, c'est ça
j'ai envie qu'on soit aussi entreprenant que la première demi-heure qu'on a faite vendredi à Delaune. Surtout qu'on va affronter une belle équipe, donc comme je le disais tout à l'heure, ils jouent en 4-4 de losange. Ils ont un recrutement intéressant, Thierry Laurent, l'entraîneur. Ils ont une équipe basée sur un mélange d'anciens de Ligue 1 avec Boutaïb, Felipe Sad qui était à Caen, Kader Mangane, Vincent Nogueira, et puis d'autres joueurs confirmés de Ligue 2, Granic, Gonçalves, Marester aussi. Donc je pense que ça va être une belle opposition. Il y a moyen de faire un résultat quand on voit, comme tu disais, les contre-performances qu'ils ont pu avoir. Euh, Michel Derzakarian a dit en interview à France Bleu, je crois, après le match de vendredi, on va gagner. Et ben, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils disent ouais. Je pense qu'il est peut-être un peu optimiste quand même dans ses déclarations. Il le faut bien vu la position de Reims au classement, mais c'est quand même un peu optimiste d'arriver à Strasbourg, qui est quand même une bonne équipe, qui a fait un recrutement très intelligent, comme on a pu le souligner. L'association Granic, qui jouera ce match, s'il ne se blesse pas entre-temps, bien sûr, mais qui a été laissé au repos pour le match d'avant et qui, du coup, va pouvoir jouer presque le match en entier. Son association avec Boutaïb est très, très intéressante. Ça marque beaucoup. La relation technique entre les deux est clairement, on espère que le Stade de Reims peut espérer que Chavarria Baldé ça fonctionne aussi bien que Granic Boutaïb. Strasbourg, c'est une équipe que j'ai pu les voir jouer quelques fois dans la saison. C'est une équipe qui presse très très haut. Voilà pourquoi ils prennent des rouges, parce qu'ils sont assez agressifs. Parfois, ils sont emportés par leur agressivité, mais ils pressent très haut. Ils se battent sur tous les ballons, encore plus quand ils sont poussés par leur public. Il y a de la qualité, mais il y a un gros problème, c'est les couloirs. Les couloirs de Strasbourg sont très 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 mal défendus. Il n'y a pas de qualité technique sur les latéraux, que ce soit Marester ou Ndour. C'est très très léger techniquement. Ils font des grosses imprécisions. Offensivement, Ndour apporte. En fait, Ndour, il me fait penser un peu au profil de Kassim Abdallah, si vous voyez. C'est rassurant pour nous là. Oui, c'est rassurant. C'est très rassurant pour Reims. Enfin, c'est rassurant. Sauf que juste avant, on vient de dire que Reims avait des problèmes pour passer par les côtés. Donc j'espère que Derzakarian va adapter sa composition, qu'il ne va pas rester dans son schéma de tout changer sans faire attention à l'adversaire. Et je pense que là, il y a vraiment un coup à jouer à Strasbourg, même si ça va être compliqué. Il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Je pense qu'une des clés, ça va être aussi de bloquer Boutaïb, parce que c'est le meilleur buteur, 7 buts avec Strasbourg. Et derrière, il n'y a pas de joueur à plus de... Il y a Issan Sako qui a mis 2 buts, et après, c'est que des joueurs à 1 but. Alors c'est un peu on va dire que l'attaque et l'équipe dépendent de Boutaïb, par rapport au nombre de buts qu'il a pu inscrire. Ce qui est vraiment le contraire par rapport au Stade de Reims, qui au contraire n'a pas de buteur, de meilleur buteur entre guillemets. Notre meilleur buteur c'est Julien Janvier, donc c'est un défenseur central. Là, voilà, donc je pense que on a alors on va dire cette chance et cette malchance d'avoir des joueurs qui ne marquent pas beaucoup de buts, mais qui est beaucoup de joueurs qui marquent des buts. Et je pense que si on arrive à bloquer Boutaïb, à bien le prendre, que les joueurs arrivent bien à le prendre en défense, ça peut vraiment être intéressant ensuite pour faire un bon résultat. Mais après, c'est compliqué de retenir Boutaïb. Si on parle tactiquement, c'est assez compliqué parce que soit on met un défenseur dans un espèce de marquage individuel. C'est le seul qui pourrait être concurrencé au niveau du jeu de tête, c'est Weber. Mais ça veut dire qu'on se prive de notre assurance tout risque parce que Weber, c'est quand même le défenseur le plus serein depuis des années au Stade de Reims en fait. Et sinon, ça veut dire qu'il faut redescendre un milieu pour être au marquage. Mais quel milieu chez nous pourrait être intéressant et fort au marquage sur un joueur aussi grand et physique et rugueux, parce qu'il joue beaucoup avec les coups de Boutaïb, intéressant au marquage défensif, il n'y aurait que Dacruz, mais ça veut dire qu'on se prive, ou Kankava, mais ça veut dire que l'un des deux va forcément nous manquer au niveau de la densification du milieu de terrain. Donc je pense que ça sent en fait le match piège pour Reims, moi très clairement. D'où l'importance du système que Derzakarian va mettre en place. Voilà. 3-5-2. Ouais, et moi je pense qu'il faut pas se focaliser sur Boutaïb, genre un mec qui le marque à la culotte. Je pense que c'est la meilleure défense, c'est une défense collective en fait. C'est si tout le monde fait attention, etc.
Et je pense qu'avec le retour de Janvier Weber, c'est quand même très solide. Avec les milieux de terrain devant Kankava, Cruz, si c'est eux qui sont titulaires, je pense qu'on a de quoi embêter Boutaïb, mais il faut pas non plus le voir comme une seule menace parce qu'il y a d'autres joueurs à Strasbourg qui peuvent vraiment nous faire mal. Granic, sincèrement, techniquement, on sait très bien qu'il arrive bien à manier le ballon et tout, donc il peut vraiment nous faire mal. Et moi, ça peut être un match piège, mais on a déjà eu des matchs pièges à l'extérieur, comme à Lens, comme ailleurs, et on sait, comment dire, on s'en est assez bien sorti. À Lens, on prend un nul, mais on mérite la victoire. Et moi, je pense qu'on peut aller chercher les 3 points, mais pareil, il faut une compo c'est même pas audacieuse en fait. C'est ne pas chercher à défendre. Ça va être compliqué pour Darzakarian, ça. Ouais, mais Ça, c'est pas faux. s'il veut gagner, il y a un moment, le mec il dit on va gagner. Ouais, mais si tu veux gagner, vas-y pour gagner et pas pour ne pas perdre. Tout se jouera dans la possession du ballon, je pense. Strasbourg, c'est une équipe qui se projette bien, mais qui aussi, grâce à son losange, arrive à bien garder le ballon. Avec, quand ils sont en phase offensive, Grani qui décroche beaucoup pour se mettre un peu en meneur de jeu. Si Reims reste dans une position qu'on lui connaît classique, d'attendre, de récupérer et de se projeter, ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup jouer avec le feu, je trouve, avec une équipe de cette qualité qui peut jouer à la fois long grâce à Boutaïb ou autre, parce que Baptiste Guillaume, le jeune attaquant, est quand même assez haut et a une bonne détente, et qui peut jouer aussi très propre dans les pieds avec le petit Ilan Sako et Granic même. Verdict samedi aux alentours de 17h. Je pense qu'on a fait le tour et je vais vous libérer, messieurs. Je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Je voulais juste vous demander, pardon, avant d'arrêter, un petit pronostic pour ce match. Valentin ? Une victoire rémoise. Comme je me trompe depuis 2-3 matchs, là, on va dire une victoire rémoise. Ça veut dire qu'on va perdre. Ça veut dire qu'on va perdre alors, Valentin. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on va perdre. Je vous l'annonce. Moi, je vois victoire rémoise aussi, même si Valentin parie ça. Et je dirais Non, moi, même aller un petit but de Chavaria. Moi, je verrais plutôt, honnêtement, un match nul, soit un très triste 0-0, soit un 1-1 type Lens. Moi, je mettrais sur un petit 1-0 pour le Stade de Reims. Tu vois toujours des 1-0 aussi. Ouais, moi, je suis jamais bon en pronostic, alors... En même temps, avec Darzakarian, tu peux pas miser autre chose que 1-0. Hein. Je vais pas miser sur un 5-4, hein, ça c'est clair. Voilà, un petit pas bien ça, 1-0 avec un petit but de Baldé. Allez, c'est noté. Allez, verdict la semaine prochaine. Allez, Je vous remercie d'avoir participé, puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. bonne Merci à soirée. toi. Bonne soirée.